Aujourd'hui, nous recevons Andri Rabetanetti, CEO du protocole décentralisé OneInch. Il nous parlera des produits offerts par la plateforme, de ce que la DeFi apporte au monde de la finance tradie. et pourquoi ils ont choisi la Suisse comme nouveau port d'attache. Restez avec nous. Vous avez évoqué pendant une seconde la finance traditionnelle. Quand on parle de DeFi, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'écarte de ce milieu de la finance traditionnelle. Pourtant, on y retrouve un peu du vocabulaire, limit order, en fait, qu'on retrouverait dans une plateforme d'échange classique, centralisée. Qu'est-ce qui vous différencie, en fait, et comment, en fait, vous voyez, vous, cette décentralisation et cette finance traditionnelle, cette DeFi, par rapport à la finance traditionnelle? Alors, dans la finance décentralisée, ou DeFi en agrégé en anglais, on retrouve les mêmes outils. C'est-à-dire qu'on va retrouver les prêts, l'échange. En fait, le swap, ce n'est rien d'autre que du forex, donc de l'échange de monnaie. On va retrouver aussi des produits qui vont générer du rendement. Et donc, on retrouve les mêmes produits, mais qui sont exécutés de manière différente. La différence principale entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, c'est d'enlever la nécessité de passer par un intermédiaire. Aujourd'hui, les intermédiaires sont les institutions financières et les banques qui, quelquefois, peuvent faire défaut et qui gardent la custody des tokens. Et l'avantage de la finance décentralisée, c'est de, justement, donner plus de responsabilité aux détenteurs de tokens. Donc, ça responsabilise, d'un côté, le détenteur de tokens en offrant plus de transparence sur les transactions et aussi en automatisant tout le process. Donc, c'est une évolution de la finance traditionnelle au bénéfice du plus grand nombre. Donc, on voit aussi que c'est un changement de comportement de l'utilisateur. Donc, on imagine quelqu'un qui aurait un compte dans une grande banque privée en Suisse. Là, l'idée, c'est de lui dire, voilà, tu n'auras plus ton compte bancaire, mais finalement, tu auras toi-même toutes les clés, au sens propre comme figuré, pour pouvoir avoir tes accès. Ma question, c'est aussi de dire pourquoi finalement les grands banquiers privés comment en fait vous interagissez avec eux? Est-ce que finalement ils viennent créer un lien supplémentaire et du coup un client dans une banque privée va passer un ordre à son banquier, alors on peut citer Lombard, Pictet, tout cela, qui va lui-même en fait du coup ouvrir un wallet et créer ça sur un agrégateur? Comment est-ce que ça marche dans les faits finalement, ces relations-là? Est-ce que vous savez, en fait, si indirectement, vous avez des clients Pictet Alors, pas actuellement, mais on serait ravis d'en avoir. Mais ici, il y a la problématique de la confiance, en fait. Certains utilisateurs, ayant un banquier, naturellement depuis très longtemps, ont placé cette confiance dans ce banquier et donc qui peut effectivement les aider à commencer cette aventure qu'est la DeFi en leur ouvrant des wallets sur certaines plateformes et en les aidant à réaliser leurs premières transactions. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des règles du jeu qui sont un petit peu plus différentes entre un banquier qui se positionne sur la DeFi et un acteur de la DeFi qui fait de la DeFi. Et l'enjeu ici, c'est le contexte régulatoire. C'est-à-dire que nous, on se positionne sur une technologie en donnant une infrastructure et on essaye d'attirer le plus grand nombre sur cette infrastructure. Et justement, je rebondis. Dans quel cadre et dans quel contexte régulatoire vous évoluez, vous, en tant que protocole décentralisé? Alors, en tant que protocole, on est vraiment global. Sur la question particulière des investisseurs plus institutionnels, bancaires, institutions financières, on a créé une entité en Suisse qui a pour objectif de répondre aux exigences de ces investisseurs institutionnels en offrant des fonctionnalités de compliance et également en répondant au cadre qui est actuellement en vigueur en Suisse. Et justement, qu'est-ce que là, la deuxième question, plus précise encore, alors, que vous pensez du cadre régulatoire suisse? Eh bien, c'est une des raisons qui nous a amené à s'installer en Suisse, c'était la flexibilité du cadre dans lequel on peut déjà commencer à travailler avec des institutionnels
en whitelistant des actifs, en faisant des actions de lutte contre le blanchiment, donc LBA, AML, KYC de nos utilisateurs. Donc, c'est un environnement attractif pour les projets DeFi qui souhaitent justement attirer ces institutionnels. Et on voit l'intérêt des institutionnels croître en ce moment avec les ETF Bitcoin des grandes banques. Vous aviez fait une sorte de bench régulatoire, on va dire, à cet égard aussi? Tout à fait. Et le bench était très large au niveau global, étant donné notre force de frappe. Notre force de frappe et notre empreinte géographique. Et vraiment, la Suisse est apparue comme la solution la plus flexible. Dans ce périmètre géographique ou d'une manière générale? Dans ce périmètre géographique, oui. Est apparue vraiment comme la solution la plus flexible pour commencer à développer ce produit institutionnel. C'est quoi, selon vous, la direction régulatoire, en fait, qui s'annonce pour les protocoles décentralisés? Alors, c'est encore, je pense, une zone grise qui est en train de se clarifier, dans lesquelles il y a il commence à avoir pas mal de positionnements autour de MiCA ou d'autres réflexions au niveau européen. Et je pense que l'industrie va vers plus de régulation pour pouvoir justement offrir cette fonctionnalité au plus grand nombre. Donc dans 10 ans, peut-être OneInch, une banque en Suisse? Alors, on l'espère peut-être avant. OneInch en partenariat avec une banque suisse pour offrir... En partenariat. Donc voilà. On reste dans un monde décentralisé? Je pense que c'est le meilleur des deux mondes d'avoir un acteur de la finance décentralisée et un acteur institutionnel de la finance centralisée qui chacun connaissent les bénéfices et les limites de leur activité et qui apportent la meilleure solution à l'utilisateur. Et vous arrivez finalement à créer des services et à déployer les services que vous souhaitez dans le cadre réglementaire finalement actuel. Vous n'appelez pas spécialement en fait, à une régulation, en tout cas pas depuis la Suisse, si je comprends bien. Oui, effectivement, aujourd'hui on n'est pas appelé une régulation différente. On est plutôt, on essaie d'être force de proposition au niveau du produit pour offrir la solution qui permet de répondre à la régulation en cours. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots les services et le principe de OneInch? Le cas d'usage de OneInch, c'est l'échange d'un token pour un autre. Et on appelle ça le swap. Un swap, ça peut être réalisé sur une plateforme centralisée, type Binance, ou une plateforme décentralisée, type Uniswap. Le bénéfice de OneInch, c'est l'agrégation de protocoles décentralisés qui vont permettre d'agréger. C'est quoi l'agrégation, en quelques mots? Vous pouvez préciser? L'agrégation, c'est mettre tous ensemble toutes ces liquidités qui sont disponibles dans plein d'endroits différents, dans plein d'échanges différents, et la rendre disponible sur une même plateforme. Quel est le bénéfice pour l'utilisateur? Pour l'utilisateur, c'est la capacité d'obtenir des taux de change de tokens, donc des taux de swap, qui sont très compétitifs. Parce qu'au lieu d'avoir juste une source de liquidité pour faire l'échange, tout d'un coup, en agrégeant toutes les sources de liquidité, ils ont plus de sources disponibles pour réaliser l'échange. Et comme cela, on peut obtenir des taux de change beaucoup plus compétitifs. Quand vous parlez utilisateurs, j'imagine que vous ciblez vos clients. Quels sont les profils de clients? Alors, on a plusieurs types de profils. On a des clients qui sont plutôt professionnels, type traders, qui réalisent des trades plutôt importants et qui utilisent notre plateforme justement pour exécuter ces trades de manière optimum, le meilleur taux en réduisant ou optimisant les frais de change, obtenant les frais d'échange les plus faibles. On a aussi parmi nos utilisateurs des partenaires type société ou projet qui veulent intégrer notre technologie pour l'offrir à leurs utilisateurs. Donc, c'est un autre type de clients qui, eux... Là, vous êtes un peu comme un white label? Voilà, c'est une solution white label dans laquelle ils intègrent notre technologie et ils l'offrent à leurs utilisateurs. Le troisième type de client, c'est vous, nous, qui souhaitions profiter des bénéfices de la DeFi et qui utilisent notre token. Et justement, là, pour le coup, vous disiez « nous », il y a un rapport,
Moi, étant pas une tradeuse, mais plutôt une retail, c'est une volonté de démocratiser cet accès, justement, au grand public. Exactement. Enfin, grand public, c'est peut-être un grand terme. Il y a la volonté, à travers notre plateforme et différents outils qu'on propose, différentes interfaces utilisateurs, de rendre ces outils et cette fonctionnalité accessible. Alors, ils peuvent le faire à travers notre plateforme web, la DAP, ou à travers nos applications mobiles disponibles sur iOS ou Android, pour atteindre la fonctionnalité de swap directement. Alors pour nous, quel est le besoin de swap derrière? C'est souvent, vous voyez un token, vous avez un token dans votre wallet, vous souhaitez obtenir un autre token, eh bien notre fonctionnalité permet d'échanger ce token de manière le plus optimum. Question finale, question surprise. Est-ce que vous préférez, pour protéger vos actifs, une clé de coffre ou une clé privée? Ah, très bonne question. Je pense que je préfère quand même la clé privée, parce que maintenant j'ai vraiment mis en place des solutions pour la retenir et la stocker, alors que la clé de coffre, aujourd'hui, je ne saurais pas comment la sécuriser aussi bien que ma clé privée.